Ferran Torres, qui pour moi a été vraiment patron sur ce match-là. Il rentre dans un match compliqué où on lui demande justement d'avoir justement le tempérament et justement aussi la lucidité peut-être, parce que il n'est pas, c'est pas un joueur que tu vas dire dans les grandes rencontres, on t'attend, on a besoin de toi, mais par contre il y est. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nusti Kitaka. Le Barça s'est imposé 3-2 à Dortmund. Vous avez vu, on est spécialement content. Forcément, par la victoire, le jeu, on va en parler un peu plus. Et aussi, les 3400 supporters qui ont été ce soir à Dortmund. On avait des amis là-bas aussi. Eh oui, exactement. Non, écoute, ça fait super plaisir. On lance le débrief. Enfin, un débrief où on a une belle victoire à vous raconter. Ça donne vraiment le sourire. Le Barça qui s'est assuré, du coup, ce soir, je pense, son top 8 et qui nous a offert une belle performance contre une équipe très en forme dans cette Ligue des Champions. On pense bien évidemment au frérot Bakary, à Balo, à Ezia, à Marianne, à Elena. Et désolé si j'en oublie encore. Il y en a plein là-bas, qui sont à Dortmund. Et voilà, on pense beaucoup à vous. Vous avez dû vous régaler. Et ben écoute, nous on va directement commencer. Toi, voilà, pour débriefer ce match, cette belle victoire au Signal Iduna Park, par quoi tu veux commencer, Pierre? Alors moi je pense qu'on va commencer par ça et je vais te poser aussi la question. Mais c'est en définitive un Barça qui a su justement revenir au score plusieurs fois dans cette rencontre. Ça montre aussi un peu toute cette hargne qu'il y avait, je pense aussi dans ce Barça de Flick qui avait peut-être connu des périodes de moins bien. Tu en parlais justement dans le dernier débrief, on en parlait aussi face au Betis, c'était compliqué. On a eu justement peut-être que justement ce match-là a été une continuité de ce qui a été le match contre le Betis, justement des périodes un peu de haut et de bas, et aussi justement un Barça qui a su réagir contrairement à ce qui s'est passé face au Betis, Sacha. Alors qui a su réagir, mais qui a su surtout imprimer son tempo, parce que mine de rien c'est le Barça qui marque le premier, le deuxième et le troisième but, donc l'ouverture du score c'est le Barça, le Barça repasse devant et le Barça met le coup de grâce, donc le Barça en fait n'a jamais été derrière dans ce match, mais s'est fait peur. En fait, il y a eu des moments de relâchement, tu l'as dit, un peu de montagne russe. Peut-être des joueurs, on sent une certaine fatigue aussi, voilà, une certaine usure, parce que j'ai trouvé un Barça qui était très consistant dans cette première période. Moi, une période qui m'a assez convaincu, avec un Barça qui se laissait très peu de fois déborder, une équipe bien en place, qui arrivait à avoir peu d'occasions, mais en avoir quand même, et qui avait une vraie maîtrise au niveau de ce match au Signal Iduna Park. On avait par contre un Barça qui arrivait à prendre efficacement à nouveau encore l'équipe adverse au hors-jeu. C'est ce qui nous a manqué sur les derniers matchs, et là vraiment c'était très bien huilé. Après, malheureusement, sur la fin de match, on a senti une perte de lucidité, et on a vu quand même des grosses situations pour Dortmund, et malheureusement un but, celui de Guirassy tout seul, avec une fois n'est pas coutume, moi je peux pas taper sur Iñaki Peña sur la sortie. Il fait ce qu'il a à faire, malheureusement c'est un oubli de la défense, et tu faisais une remarque très très juste en live dans ce match. Tu faisais le parallèle en fait avec comment Las Palmas avait réussi à déjouer un peu ce pièce du hors-jeu. C'est ça en fait, c'est que moi et Sacha, Sacha et moi quand on était au stade, on se rendait compte en fait que dans le positionnement justement des situations offensives, quand justement ces équipes-là affrontaient le Barça, elles arrivaient en fait à trouver un système où en fait elles mettaient deux joueurs qui étaient devant la défense, donc hors jeu, et il y avait un troisième homme qui souvent venait du milieu de terrain, souvent le milieu offensif ou souvent un milieu de terrain un peu box to box, qui arrivait à rentrer en fait entre ces deux joueurs, et justement les deux centraux du Barça, à savoir Cubarsí et Inigo, étaient un peu perdus dans ce truc là. Je pense que c'est quelque chose qu'a identifié Flick, parce que c'est quelque chose de très clair. Enfin je veux dire, si moi j'arrive à le voir, je pense que Flick arrive à le voir, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ce Barça de Flick, on disait, il arrive quand même à faire de bonnes choses, il l'a montré lors de la première partie de saison. Maintenant il y a des choses qu'il faut réajuster, des choses qui peuvent te coûter un match, et qui certainement ont coûté un match contre Las Palmas, contre peut-être Osasuna, mais c'était justement un match où il y avait beaucoup de blessures et tout ça. Mais sur les matchs où nous on a dit dans d'autres débriefs où il n'y avait pas d'excuses, et c'est ce genre de petits détails qui font au final la différence. Après moi ce que je veux souligner aussi, c'est que justement on parlait de Flick, et aujourd'hui moi je donne l'homme du match à Ferran Torres, parce que pour moi Ferran Torres il rentre dans la rencontre et il a vraiment justement
cette envie, il a vraiment un poids sur le match qui est quand même énorme. Bah oui. Et ça, il faut saluer le travail de monsieur Hansi Flick, Sacha. Ouais, mais bien sûr, le travail de Flick, voilà, il sent bien les changements. Je pense que quand tout le monde voit, alors que le Barça est à un partout et qui vient de concéder l'égalisation, sortir Olmo qui était très en jambes. Moi, j'ai vraiment apprécié le match de Dani Olmo. Récemment, je l'ai critiqué pour ce qu'il faisait un peu dans le contenu de ses rencontres. Là, vraiment, on a vu un Olmo au niveau de ses contrôles, au niveau de ses réorientations. C'était du grand art aujourd'hui. Le nombre de talonnades qu'il a fait, enfin, c'était vraiment hyper propre. C'était l'alter ego de Pedri dans ce domaine-là, est vraiment top, quoi, parce qu'il arrivait à distribuer des ballons vite vers l'avant pour déséquilibrer Dortmund. Et c'est ça qui donnait en fait l'appui au Barça, notamment en première mi-temps et en début de seconde. Mais ouais, voilà, des changements qui ont été très bien sentis, qui pouvaient laisser à interrogation, avec voilà l'entrée de Fermin qui avait pas joué au Betis, l'entrée de Ferran Torres, l'entrée de Frenkie de Jong. Donc on avait par là la sortie de Lewandowski, la sortie de Rafinha qui avait l'air un peu crevé, et la sortie du coup d'Olmo. Donc on pouvait se dire un Barça qui sera un peu moins puissant offensivement, et c'est un Barça au final qui a réussi à marquer 2 buts après ça et à gagner le match avec un Ferran Torres très inspiré, parce que alors bon, on a ce petit ce petit débordement avec Lamine pour Koundé qui centre, très belle reprise de Fermin qui la met bien puissamment, le gardien a du mal à la capter et Ferran il est là en renard, là où on l'attend pour finir l'action. Et puis ensuite son deuxième but, là vraiment on sent que dans son appel il est très tranchant. Ensuite il marque ce petit temps d'arrêt. Moi personnellement je me suis dit aïe aïe aïe, il va croquer, et puis alors là finalement non, superbe finition, il prend le temps d'ajuster le gardien adverse. On aurait dû du Lewandowski dans le texte, là où on a eu un Lewandowski effacé pendant 60 minutes, on a eu un Ferran très inspiré, et un Ferran qui mine de rien match après match marque des points. On faisait souvent ce constat terrible pour Ansu Fati qui n'est pas arrivé à en marquer. Lui encore une fois un match, et là c'est un match ô combien important au Signal Iduna Park, pour boucler un top 8 dans cette phase régulière de Ligue des Champions. On sait à quel point ça va être important pour la seconde partie de saison, et là il repart vraiment sur des bases de confiance assez fortes, notre ami Ferran Torres. Donc espérons que dans les prochaines semaines on ait un Ferran qui soit en pleine possession de ses moyens et qui puisse vraiment suppléer un Lewandowski qui paraît fatigué. Maintenant il y a encore l'homme des grands rendez-vous, 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, il ouvre le score, il était peut-être un peu effacé comme tu me l'as dit en première période, mais on a un Rafinha, voilà, encore une fois il cavale de la première à la dernière minute de jeu où il est sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est encore lui qui y croit, alors que Dortmund pense qu'ils sont arrivés à le mettre un peu hors jeu. Lui, au final, il va au bout de son action, il ajuste le gardien et il donne l'avantage au Barça. C'est sûr que Rafinha est un peu... et depuis le début de saison, on sent que Rafinha a changé justement cette mentalité. On en parlait en off et on se disait que justement, quand il partait dans ces dribbles, dans ces slaloms, tu sens un Rafinha qui est en pleine confiance, un Rafinha qui est peut-être au top de sa forme, si on veut lui mettre un top, parce que ça se trouve le top est encore plus haut, on ne sait pas encore, tu vois. On espère là, justement. Il est vraiment comme il l'a dit, voilà, dans le meilleur moment de sa carrière, et on a l'impression qu'il vole sur le terrain. Il vole exactement, et on sent surtout que c'est un élément qui, au-delà du capitanat, est quelque chose de très important pour le Barça, parce que il régale avec ses buts, comme tu l'as dit, 17 buts déjà cette saison, toute compétition confondue. Il est aussi un peu l'âme de ce Barça dans ce qui est une révolte, parce que à chaque fois, comme tu le dis, on voit qu'il est sur le terrain, il cavale, il ne maîtrise pas ses efforts. C'est peut-être quelque chose qui va du coup provoquer son changement justement dans ce match. Il ménage pas ses efforts. Voilà, je trouve que moi justement il les maîtrise vraiment bien, tu vois, dans ses courses à très haute intensité, dans son déplacement au niveau du pressing. Je trouve que c'est là où peut-être l'année dernière justement sous Xavi, c'était une équipe qui manquait tellement de repères collectifs que bon, individuellement c'était compliqué, mais là dans une équipe qui a beaucoup plus de repères sous Hansi Flick, on sent que même dans son pressing il est très juste en fait dans l'utilisation de ses efforts. Et puis après c'est sûr que là ce qu'il a dans les jambes en ce moment, c'est fantastique. Après on sent que justement, c'est ce que je disais, c'est que on sent que lui dans cette équipe, celui qui presse le plus, il est justement toujours ce petit poumon, et voir ce grand poumon de ce Barça, il emmène aussi tous ses coéquipiers dans ce sens-là. Moi je voulais parler aussi parce que justement tu me disais par rapport à Rafinha que on disait justement pendant le match qu'il était un peu
peut-être en dessous. Et toi, tu me parlais du côté gauche où justement on penchait beaucoup moins les offensives, contrairement au côté droit où on a cette combinaison justement entre Lamine Yamal et Koundé qui marche plutôt bien. Le match aujourd'hui de Baldé, encore une fois, c'est compliqué parce que en fait, t'as pas vraiment d'éléments qui vont en sa faveur. C'est-à-dire que dans quelque chose où lui il était très bon, c'était justement ce placement offensif, la percussion, répéter les appels, les appels tranchants, les efforts aussi qu'il faisait sur le côté quand c'était en phase offensive. On sent qu'il ne les fait plus et on sent que il est un peu perdu dans ce terrain-là. Alors on ne sait pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est un manque physique? Est-ce que c'est un manque peut-être d'ambition? Certains disent même que c'est un manque de concurrence. Alors je sais pas exactement ce que t'en penses, mais ce qu'on voit surtout, c'est que Baldé n'est pas au top de sa forme. Non, il est pas au top. Moi, je te le dis, c'est le maillon faible. J'ai été horrifié par son match au Benito Villamarín. C'était pour moi et de loin le joueur le plus. J'ai même pas envie de dire nul sur la pelouse. J'ai envie de dire handicapant. Et ce soir, alors il était quand même meilleur que samedi dernier, mais enfin on sent que c'est un joueur qui donne très peu de sécurité à ses coéquipiers. Nombre de fois Pedri ne le sert pas et préfère repasser un petit peu dans l'axe malgré une surcharge au niveau de l'adversité. Voilà, c'est un joueur qui honnêtement moi me pose beaucoup d'interrogations. Je trouve que il est très perméable dans son dos et voilà, il y a beaucoup d'actions qui passent un peu derrière lui. On sent qu'il est pas assez tranchant sur ses duels. Voilà, Malen, il est rentré en jeu, il avait à peu près tous les ballons qui lui restaient dans le pied. Koundé, il lui posait pas beaucoup de soucis. Donc moi, Koundé, c'est un vrai problème aujourd'hui. Maintenant, il a pas vraiment de concurrence. Voilà, Hector Fort peine à aussi sortir des grosses performances. À voir face à Leganés s'il y aura un changement. Maintenant, j'ai envie de faire un parallèle, tu vois, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait sur Rafinha, et après on bougera sur un autre joueur. Mais quand Rafinha, on sent que c'est vraiment le capitaine de cette équipe. Il est sorti, il a donné le brassard à Frenkie de Jong, et Frenkie de Jong, moi je le mets un peu dans la case Alejandro Baldé. Je trouve que c'est un joueur qui, pareil, là, a vraiment beaucoup de mal à être tranchant. Là où l'année dernière c'était la sécurité absolue et c'était le joueur qui bonifiait un collectif inexistant. Ouais. Là, on a l'impression que c'est une individualité inexistante noyée dans un collectif très bien rodé, et c'est assez c'est assez compliqué de le voir comme ça, surtout quand on voit deux joueurs encore une fois s'éclater, hein. Le duo qui pour moi maintient cette équipe, le duo Pedri-Casado. Voilà, Casado encore à la récupération, Casado, la première mi-temps qu'il fait, elle est exceptionnelle. Magnifique. Seconde mi-temps, on l'a un peu moins vu, mais pareil, il était quand même là dans l'impact physique. Et puis alors Pedri, que dire, hein, sur ses sorties de balles. C'est magnifique parce que Pedri, justement, un peu comme à l'instar de Rafinha, c'est un joueur qui compte vraiment dans cette équipe. Ah oui. Contrairement à Rafinha, je pense que lui, par contre, monte beaucoup plus en puissance que Rafinha. Rafinha, pour moi, l'année dernière, il fait quand même une très bonne saison, malgré les résultats de l'équipe. Mais on sent justement que Pedri, dans l'apport qu'il a au milieu de terrain, il est vraiment complet, il est vraiment essentiel. Et c'est là où peut-être, tu vois, il est beaucoup plus constant que des joueurs comme Dani Olmo, des joueurs comme Frenkie de Jong. C'est la référence. Voilà. Pedri, c'est la référence. Voilà. Et justement, on a envie que ce qu'est en train de vivre Pedri, vive ça aussi Frenkie de Jong, parce que c'est un joueur qui a les qualités. Ouais. Ça, on le sait, tout le monde le sait que Frenkie de Jong a les qualités. Maintenant, on a envie d'en voir plus, et c'est surtout, pour moi, un joueur qui devrait être, comme Rafinha, un leader dans cette équipe, parce que il a les années au club, parce que aussi, il a un poste, justement, dans cette hiérarchie au niveau du capitanat, il a le capital aussi, le salaire, et justement, on ne peut pas laisser passer ça. Il est justement, et il doit justement être quelqu'un qui, quand il rentre en jeu, doit changer le match. Ah oui. Il est comme il l'a fait au Bernabéu. Voilà, comme il l'a fait exactement au Bernabéu. Tu parlais justement de ces joueurs au milieu. Moi, je voulais aussi revenir un peu sur la défense, puisqu'on a parlé aussi un peu de Baldé. Moi, j'ai trouvé que malgré le penalty, Koubarsi a fait il a fait un très bon match. Maintenant, il fait une erreur qui peut plomber l'équipe. L'équipe a su justement se remobiliser après ça, mais je trouve que le fait de le pointer du doigt par rapport au penalty, c'est pas mettre en valeur tout le travail qu'il a fait, parce que pour moi il a fait vraiment un bon match. Bah, il était dans la continuité de son extraordinaire match face au Betis. Moi, dans les gradins du Betis, on était assez haut, donc une vue haute sur le stade, ça permet de vraiment voir tactiquement un match, et on sent que c'est un joueur dans la lecture du jeu. C'est fantastique. Je pense à nouveau, comme on va parler de Lamine Yamal juste en suivant, mais c'est du
jamais vu à 17 ans d'avoir une telle lucidité pour un défenseur. Je veux dire, il lit les actions comme un vieux briscard de 32-33 ans, qui a déjà plus ses cannes, mais qui a juste son expérience. Lui, il a les cannes et l'expérience. Donc voilà. Alors, il manque peut-être un petit peu de malice et d'expérience avec ses mains posées sur Guirassy qui en profite, qui va se jeter, parce qu'il y avait déjà eu deux, trois petites situations, notamment avec Inigo Martinez un peu juste. Et donc là, l'arbitre, au bout d'un moment, en plus, c'est le petit jeune de 17 ans. Donc, bon, on sait comment ça se passe. Pour moi, c'est pas vraiment faute. Voilà, Dani Carvajal, lui, il peut carrément dégommer le joueur adverse. Il y aura rien. C'est limite le joueur adverse qui va prendre jaune pour simulation. Bon, là, pour Koubarsi, c'était différent. Il y a des règles. Il dit qu'il l'a joué à l'expérience des fois. Voilà, c'est ça. Mais non. Après, Koubarsi, pour moi, il fait un match vraiment phénoménal, notamment sur Guirassy. Le nombre de fois où il a, avec une défaillance, enfin une défaillance non, mais une différence négative au niveau de la taille et du poids, ce qu'il est arrivé à faire alors qu'il jouait Guirassy qui jouait un peu dos contre Guirassy, c'est un joueur qui a de l'expérience. Voilà, c'est ça, il a 28 ans ou 29 ans. Bon, c'est un joueur qui est rompu à la Bundesliga, qui a quand même un certain palmarès et une certaine habitude de marquer des buts. Et là, Koubarsi, pour moi, même s'il est coupable du pénalty provoqué, il a muselé. Donc non, pour moi, Koubarsi, voilà, on a parlé de Pedri au milieu, qui est la référence au milieu. Pour moi, Koubarsi, c'est la référence derrière. Et devant, alors ça se dispute entre les deux, entre Rafinha et Lamine Yamal, mais encore une fois, Lamine Yamal aujourd'hui, on voit un Barça complètement différent quand c'est Lamine. Il permet des équilibres tout le temps. En fait, ce qu'on se disait justement avec Sacha en off, c'est que quand on voyait ce match de Lamine Yamal, il a ce genre de détails des plus grands. C'est-à-dire qu'il peut faire un match où tu te dis, il est un peu en dessous, il est pas aussi percutant. Et là, il te sort une passe D, il te sort un truc, il te sort un machin. Il a failli en première période refaire cette trivella pour Rafinha. Et au final, tu sens que c'est justement la patte des grands joueurs. Et tu sens qu'on est en train d'assister à quelque chose où en fait, c'est un joueur que tu sais qu'il va faire quelque chose dans un match, tu sais pas à quel moment, tu sais pas si ça va être tout le temps, mais ça va arriver et tu sais qu'il va le faire. Et tu sais qu'il va être décisif parce que il a ce truc. On sait pas quoi, mais ce truc qu'ont les grands. Il va l'inventer, c'est ça. Et honnêtement, c'est un espèce de funambule du football. C'est fantastique. Il a 17 ans. Et dans un football dont on se plaint des fois à raison de le voir trop robotisé, lui c'est vraiment cette espèce de feu follet qui va un petit peu partout, qui est incontrôlable, mais qui est toujours juste dans le jeu aussi, et en fait il ne surjoue pas de son don technique. En fait il ne tombe pas vraiment dans la provocation en permanence, dans le dribble pour dribbler. Voilà, non, lui il est vraiment dans la justesse. Si jamais il faut dribbler, il dribblera, mais s'il faut sortir l'extérieur, il sortira l'extérieur. S'il faut passer rapidement son ballon, il le passera. S'il faut juste être un point d'appui, il sera un point d'appui. Non, voilà, c'est un joueur qui est d'une justesse phénoménale. À 17 ans, de toute façon, lui et Koubarsi, la lucidité qu'ils ont dans toutes les choses qu'ils entreprennent sur un terrain, c'est assez fantastique. Et voilà, Lamine Yamal, qui a été le dernier des 4 représentants offensifs à terminer le match. Alors, il s'est fait remplacer par Victor. Mais voilà, encore après, bon, on l'a vu 2-3 minutes, mais voilà, Lamine Yamal, mine de rien, on sent qu'il est lui aussi en train de monter en puissance, qu'il est bien revenu de sa blessure. Ils sont allés très tranquillement avec lui et ça fait plaisir. Moi, maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette belle victoire du Barça. C'est sûr. Pour le mot de la fin, moi, je voulais vraiment, comme on a dit un peu au début, saluer la performance de Ferran Torres, qui pour moi a été vraiment patron sur ce match-là. Il rentre dans un match compliqué où on lui demande justement d'avoir justement le tempérament et justement aussi la lucidité peut-être, parce que il n'est pas, c'est pas un joueur que tu vas dire dans les grandes rencontres, on t'attend, on a besoin de toi, mais par contre il y est. Et il marque ses 2 buts. Peut-être que le premier but est un peu un but de renard, tu vois, un peu un but de pillo, comme on dit ici en Espagne, mais il est justement ce qu'a besoin le Barça dans ces changements. C'est ça qu'il faut là où Abuelovski n'était pas présent. Mais voilà, en tout cas, voilà, mention spéciale à Ferran Torres et surtout mention spéciale à Hansi Flick avec ses changements bien sentis. Voilà, c'est compliqué pour lui avec une équipe qui répond un peu moins bien, mais on sent qu'il reste fidèle à ses principes. C'est un entraîneur qui ne bouge pas, parce que c'est un entraîneur qui est convaincu et qui a surtout beaucoup de fond. Ça nous change beaucoup des années précédentes et on espère que ce Barça nous fera rêver en seconde partie de saison en Ligue des Champions. En tout cas, ils ont fait vraiment le travail, parce que c'était pas facile. Et là, aujourd'hui, plus qu'une petite dernière victoire, tu boucles le top 3 et là, on sera au top. C'était un match pas facile, justement. Nous, on vous remercie justement pour votre fidélité. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, Sacha, Bisca Barça.